La voix du peuple. La voix du peuple. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio à vous l'été. Radio à vous l'été. La voix des sans-voix, la voix des opprimés. Radio à vous l'été. L'esprit patriotique. Le débat, proprement dit, je le dis, sous le regard impuissant des chefs d'État africains, l'OTAN a détruit la Libye et plongé le Sahel dans l'insécurité totale. Alors que vous inspire la décision de la CEDEAO de mener une intervention militaire au Niger afin de rétablir l'ordre conditionnel. On va relancer tout de suite depuis Bénin, Cotonou, Denis Sindete, bonsoir. Bonsoir Amos. Alors, vous avez organisé justement, c'était hier, vous avez organisé une grande manifestation en soutien au peuple nigérien. Alors, d'abord, quelle est votre réaction par rapport à ce thème du débat panafricain? Non, je crois que c'est dans la continuité de la déstabilisation de l'Afrique qui a commencé en Libye. Parce que lorsque la question libyenne s'était posée, les chefs d'État africains ont hésité avant de réagir. Et lorsque finalement, ils ont envoyé une délégation à Tripoli, la délégation a discuté avec Kadhafi, qui était prêt à ce que les choses soient reconstituées pour avoir comme un gouvernement mixte, rebelle et élément de Kadhafi. Mais c'est les mêmes pays-là qui ne voulant pas que la Libye soit stable, qui ont déclenché la guerre là. Et c'est Jean Ping, qui était le président de la commission de l'OUA à l'époque, qui est parti à Tripoli. Et après, c'est lui qui dira qu'ils avaient déjà fini de négocier avec Kadhafi pour régler le problème quand les bombes de l'OTAN ont commencé à pleuvoir sur Tripoli et sur leur hôtel et ils ont dû s'enfuir. Ça veut dire quoi? Que l'Afrique, les chefs d'État africains n'ont pas été capables de résoudre la question et ont laissé le terrain libre aux puissances européennes et occidentales de mener cette guerre-là, donc la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne et les autres. Et c'est ça qui a déstabilisé la Libye et les Français en ont profité pour monter des groupes rebelles depuis là. C'est ce que un membre du CNT du Mali dit, que c'est à partir de la déstabilisation du Mali que la France a armé des rebelles au niveau des Touaregs de la zone de l'Azawad pour faire une scission au Mali. Et c'est plus tard, lorsque eux, ils ont compris qu'ils ont dit non, et ils appellent leurs homologues qui n'ont pas compris à rejoindre les rangs. Ensuite, on a vu que c'est les Français qui arment les djihadistes et autres là pour intervenir au Mali. Et lorsqu'ils le font encore, quand ils tuent les paisibles populations, c'est les Maliens qui doivent payer les indemnités pour ça. Donc, on ne peut pas continuer dans un système du genre. Et du coup, aujourd'hui, comme hier, les chefs d'État ont été incapables d'empêcher, on voit monter au créneau les agents fiefés de la France, comme Ouattara, comme Macky Sall, comme celui du Bénin, Patrice Talon, monter au créneau pour dire qu'il faut faire la guerre au Niger. Or, qu'est-ce qui les empêche, si tant est qu'ils veulent la paix, d'envoyer les troupes là, au Mali, au Niger, au Burkina, pour chasser les djihadistes? Parce que les moyens qu'ils veulent mobiliser aujourd'hui, là, les moyens là étaient là, pourquoi ils ne les utilisent pas pour venir en aide à ces peuples-là pour chasser les djihadistes afin que la paix règne et que les populations puissent vaquer à leurs occupations et permettre le développement du pays? Tout à fait. C'est un peu ce qui est là, que c'est au service des puissances impériales, notamment de la France, qui sont en train de mener ces jeux-là, parce que lorsque les Maliens et les Burkinabés ont réussi à chasser les troupes françaises, elles se sont réfugiées au Niger et au Bénin. Et du coup, les bases françaises qu'on a en Afrique aujourd'hui, à part Djibouti, les bases françaises, c'est principalement en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Bénin. Et du coup, ces pays-là montent au créneau parce que c'est pas leur billet que la France compte continuer la domination de l'Afrique
amenant la guerre au Niger pour laisser le champ libre aux djihadistes et consorts le temps de contrôler l'uranium et les autres ressources. Parce que ne l'oublions pas, c'est une zone qu'on appelle scandale géologique où il y a de l'or, il y a de l'uranium, il y a du pétrole, il y a de l'hydrogène et d'autres ressources, les terres rares, etc. Même de l'eau potable en grande quantité. Les Nigériens disent qu'ils ont au moins 2 siècles de réserve d'eau potable. On dit que les siècles à venir, l'eau constitue un enjeu important. Donc c'est tout ça que les Français visent pour rester dans la région et continuer de planer comme puissance économique mondiale. D'accord. Alors c'est votre toute première réaction par rapport au thème de ce débat panafricain d'ailleurs. Comment Pogli, vous êtes secrétaire général de Moltra, Mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique. Hein. Je vous repose la même question et c'est ça qui peut relancer le débat proprement dit. Vous suivez de près ce qui se passe au Niger actuellement. Il y a le ton qui change un petit peu. Hein. On ne parle plus tellement d'une intervention militaire, mais ça a quand même frustré beaucoup d'Africains. Hein. Et c'est pour ça qu'on repose ce débat-là. Alors, sous le regard impuissant des chefs d'État africains, le temps a détruit la Libye et plongé le Sahel dans une insécurité totale. Alors, que vous inspire également la décision de la CEDEAO de mener une intervention militaire au Niger? En ce qui concerne la proposition ou bien l'idée de la CEDEAO d'aller attaquer les militaires qui ont fait le coup d'État au Niger, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ces gens, ce sont des garçons de course de la France. Hein. Nous savons comment la CEDEAO est née. La CEDEAO, d'abord, vient du Conseil de l'Entente qui, lui-même, est le fils de l'Afrique occidentale française, donc le bloc que la France avait créé en Afrique occidentale, qui lui permettait de diriger ses colonies en Afrique occidentale. Donc, la CEDEAO a une filiation avec l'Afrique occidentale française, d'ailleurs qui avait son siège au Sénégal, à Dakar. Donc voilà, tout se comprend. Donc la CEDEAO a été toujours dans cet état d'esprit qui est que c'est une organisation qui défend les intérêts étrangers, donc les intérêts de l'Occident, de l'Europe notamment, de l'OTAN, hein, qui font de cette organisation une aile marchande de leur politique dans la sous-région ouest africaine. Donc, la CEDEAO, si vous voyez dans ces textes, tout ce que la CEDEAO a signé comme texte en termes de partenariat économique, les APE, ce qu'on appelle les accords de partenariat économique, qui ont remplacé les ACP-UE, c'est des accords qui prétéritent énormément les Africains. L'ensemble des dispositifs législatifs que la CEDEAO a toujours mis en œuvre viennent de l'Europe et de l'Occident d'une manière générale. Donc, la CEDEAO, ce n'est pas un instrument africain. Il est tout à fait normal que la CEDEAO s'oppose aux intérêts africains ou en tout cas soit dans cette posture guerrière en faveur de la France et d'un certain nombre d'intérêts étrangers. Maintenant, il n'y a pas que cette question d'intérêts étrangers qui a motivé la CEDEAO dans son désir d'aller combattre les militaires putschistes au Niger. C'est aussi parce que eux-mêmes, ils ont peur et ils considèrent que les coups d'État doivent, à un moment donné, s'arrêter. Ils ne veulent pas ce qu'ils appellent l'épidémie de coups d'État, que ça continue parce que eux-mêmes, ils sont menacés. Et du coup, le faux système démocratique dont je parlais tout à l'heure, dont ces gens sont l'incarnation et sont les représentants les plus affirmés, eh bien, ce système-là est en train d'imploser sous le coup de boutoir des putschistes et des militaires qui prennent le pouvoir aujourd'hui dans cette sous-région. Donc, ces gens ont peur. Et donc, ils veulent utiliser le Niger comme un coup d'arrêt, un contre-exemple définitivement qui ne doit pas être suivi, alors que, bon, il y a déjà eu des coups d'État en Guinée, au Mali et au Burkina Faso. Donc, ces gens-là, ils craignent que ça va progresser et puis que ça finisse par les emporter eux-mêmes. Donc, il y a une coalition d'intérêts. Donc, les intérêts locaux des dictateurs et des soi-disant élus démocratiquement de la sous-région et les intérêts de la France qui se trouvent confrontés à quelque chose
qu'elle n'a pas vu venir, alors qu'elle faisait la pluie et le beau temps depuis plusieurs siècles maintenant, et sinon depuis plusieurs dizaines d'années, hein, au Niger. Donc voilà, tout ça qui a entraîné cette volonté d'aller en découdre avec les militaires au Niger et replacer leur compère, leur ami Bazoum au pouvoir, et qui de toute façon ne reviendra pas au pouvoir. Guerre ou pas, Bazoum ne sera pas en mesure de revenir au pouvoir. D'accord. Donc, ces gens-là, voilà, c'est une attitude désinvolte, criminelle de la part de ces soi-disant dirigeants qui prétendent défendre la démocratie, alors que ces gens, soit ils sont arrivés au pouvoir en tant que putschistes, succession dynastique, soit à la suite de faux processus électoraux, hein, qui a associé le peuple à tout ça, alors qu'en réalité, nous tous nous savons que l'électoralisme ne peut pas faire office de démocratie, et que normalement toutes les élections dans nos pays sont teintées de fraude, d'achat des consciences et de toutes sortes de manipulations sanctionnées quand les peuples contestent tout ça par une répression violente. Donc ces gens n'ont aucune légitimité et ne peuvent pas prétendre parler au nom d'une quelconque démocratie. En réalité, ces coups d'État-là dynamitent leur système de faux démocratie qu'ils ont installé dans la sous-région. Tout à fait. Alors, Denis Sideti, depuis Cotonou au Bénin, je le dis en début de cette émission, hein, vous avez organisé justement hier une grande manifestation à Cotonou en soutien au peuple nigérien. Donc, ça veut dire que beaucoup de peuples africains comprennent maintenant la situation. C'est pour cela qu'on a posé le débat. On a dit sous le regard. On n'a pas dit sous le regard des peuples africains. Non, c'est plutôt sous le regard des chefs d'État africains. Le temps a détruit la Libye. Donc, ça veut dire que les peuples africains arrivent à comprendre mieux la situation. Décidé. Oui. Non, c'est sûr. Il ne se comprend pas que les peuples africains puissent continuer de se taire continuellement, dans la mesure où ils observent que l'enjeu principal pour les puissances occidentales, françaises, américaines, allemandes, etc., c'est les ressources de nos pays. Parce que lorsqu'on regarde, et comment il s'appelle, Macron dit que lui, il trouve le putsch inacceptable parce que ça remet en cause les intérêts économiques et stratégiques de la France. Or, dès que les choses se sont passées, ce que les gens observent, c'est que pendant qu'il dit que bon, l'uranium du Niger, ça compte pour peu dans leurs ressources énergétiques, on a constaté que plusieurs régions de la France ont connu des coupures d'électricité après la prise de décision par les putschistes du Niger de rompre les accords économiques, notamment la vente de l'uranium et tout ça. Ensuite, pendant qu'il disait que cet uranium compte pour peu, les révélations sont faites pour montrer que pendant que les Français achètent le kilo d'uranium en Azerbaïdjan ou au Canada à 27 000, au Niger à 27 000, le même kilo est acheté en Azerbaïdjan ou au Canada à 130 et quelques mille. Donc, pour les gens, ça saute aux yeux. Or, ils ont vu l'expérience du Mali et du Burkina Faso, où pendant 10 ans, les forces Barkhane et autres sont restées dans ce pays-là sans pouvoir contrer les djihadistes. Et c'est lorsque les gens les ont chassés qu'il y a des succès des forces armées nationales contre les terroristes. Ensuite, la CEDEAO a fait tous ces blocus-là, mais les gens ont pu résister. Et au Burkina, on voit les souscriptions populaires pour se venir en aide et même pour acheter les armes. Donc, c'est net et c'est clair aux yeux des peuples africains maintenant que la préoccupation des puissances occidentales, c'est les ressources de nos pays. Et pendant qu'on dit que nous sommes pauvres, nous n'avons rien, on dit par exemple que le Bénin est un petit pays aux ressources limitées. Personne ne dit quelles sont ces ressources limitées-là. On constate aujourd'hui que pour ces pays-là, c'est d'immenses ressources que les gens viennent piller allègrement
avec terroristes interposés pendant que les peuples souffrent. Donc, c'est des choses qui sautent aux yeux aujourd'hui. Et du coup, avec les réseaux sociaux, les informations qui circulent, il n'est plus admissible pour les gens d'accepter que les dirigeants qui prétendent qu'ils sont élus démocratiquement, alors que c'est pas des magouilles et tripatouillages, viennent dire aujourd'hui que parce qu'on a renversé un individu, il faut aller sauver cet individu-là et on prend des mesures qui aggravent les conditions des populations. Si quelqu'un se rend compte, mais si c'est pour notre bien, pourquoi on ne nous écoute pas, on ne nous demande même pas notre avis et on dit, on ferme les frontières, on coupe les ressources et on dit rétablissez l'individu là avant que les choses ne marchent. Donc, elles perçoivent ces populations-là nettement que ce qui préoccupe les gens, c'est protéger leurs agents pour continuer le pillage des ressources de nos pays. Et que du coup, il n'y a rien de démocratique qui se passe si ce n'est la soumission aux puissances occidentales, notamment françaises, pour le pillage des ressources pendant que le peuple est dans la misère. Et tout ça répond au pacte colonial. Les accords que les premiers dirigeants de nos pays ont signés au sortir de la colonisation en griffe en 60. Parce que les 11 accords-là mettent en avant que, obligatoirement, pour la zone francophone là, il faut le CFA, il faut que les armées là soient au service de la France, il faut que la diplomatie soit au service de la France, il faut que ce soit la marine française qui soit utilisée pour l'instruction. Puis maintenant, des documents qui sortent sur la charte de l'impérialisme qui viennent confirmer le pacte colonial et la domination du continent. Donc c'est autant de choses qui sautent aux yeux aujourd'hui partout, de sorte que ceux qui hier s'échinaient à expliquer qu'est-ce que le pacte colonial, nous sommes dominés, nous sommes exploités, aujourd'hui ça saute aux yeux et les gens constatent que ça ne peut pas continuer comme ça, il faut en finir. Parce qu'on ne peut pas avoir autant de ressources. Et on peut dire que c'est ce qui explique aussi ce sentiment anti-français en Afrique de l'Ouest de l'UCNDT. Bien sûr, puisque les gens constatent que c'est la France qui mène le jeu. Si on prend le CFA, la France dit bon qu'il faut réviser les accords et c'est elle qui décide. Et sans impliquer les populations et les chefs d'État là, Macron court à Abidjan pour rencontrer Ouattara et c'est eux qui signent un écho alors que c'est les chefs d'État qui s'étaient donné un rendez-vous pour en finir avec et mettre l'écho. Ils disent bon qu'ils ont changé l'écho alors que les réserves en or sont toujours en France et c'est la banque de Paris ou les banques centrales de là-bas qui continuent de peser sur la monnaie. Or, la monnaie est un acte de souveraineté. D'accord. C'est chaque pays européen qui a sa monnaie avant qu'il décide de faire l'euro. Or, ici, on nous impose une monnaie et on dit que nous sommes indépendants. D'accord. On va relancer maintenant Komla Kogli, ici même en Suisse, qui nous accompagne dans ce débat panafricain d'ailleurs. Vous avez suivi également, après ce coup d'État militaire au Niger, la résistance du peuple nigérien d'abord, et africaine. On a vu le soutien du Mali, du Burkina et de la Guinée-Conakry. Vous avez suivi tout à l'heure également Denis Sindete. Ils ont organisé également à Cotonou une grande manifestation en soutien au peuple nigérien. Beaucoup de pays africains le font également. On a même entendu aussi l'Algérie qui n'est pas totalement d'accord avec cette décision de la CEDEAO, mais le ton change un petit peu ces temps-ci. Comme à Poli, on ne parle plus d'intervention militaire. Et là, on a eu information également. Le chef de la diplomatie américaine a affirmé mardi dernier qu'il était encore possible de mettre fin au coup d'État militaire au Niger via la diplomatie, alors que plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest ont renforcé également certains pays ont renforcé la pression sur Niamey, notamment Côte d'Ivoire. Vous avez suivi le message d'Alassane Ouattara. Quelle lecture faites-vous de la situation par rapport à ce que pense la diplomatie américaine? Les choses sont relativement claires. La France et ses chihuahuas de la sous-région ouest africaine avaient piqué au vif, étaient montés au créneau et avaient dit clairement deux choses. 1, condamnation totale du coup d'État, pas de discussion possible. Et 2, rétablissement de Bazoum au pouvoir sur son trône. C'est tout. Deux choses, tout simplement. Les Américains, qui ont aussi une présence militaire au Niger, ne veulent pas du tout faire cette guerre-là. Donc, aux premières heures, les Américains ont condamné
le coup d'État, ont donné l'impression d'être aux côtés des Français en disant qu'ils veulent le rétablissement de l'ordre constitutionnel, ce qui a trompé, ce qui a faussé un peu l'analyse de Macron et de ses amis de la sous-région qui ont eu un ton extrêmement dur contre les putschistes au Niger. Et donc la France, pensant que les États-Unis allaient la soutenir dans son aventure guerrière coloniale dans la sous-région, les États-Unis ont plutôt dépêché pendant que la France et ses amis... Donc, elle a dit que les États-Unis ont dribblé la France. Absolument. Les États-Unis ont une autre stratégie. C'est-à-dire que les États-Unis ont adopté une stratégie beaucoup plus... Chacun a ses intérêts. Qui est plutôt une approche douce pour fixer encore davantage la présence occidentale au Niger et dans la sous-région ouest africaine et dans la bande sahélo-saharienne. C'est ça que les États-Unis sont en train de faire. Les États-Unis ne veulent pas mener une guerre. La France, ayant cru que, parce que la France n'a plus les moyens, elle ne peut pas, elle seule, conduire avec ces chihuahuas ouest-africains cette guerre-là. Donc, la France n'a pas les armes. Clairement, on le voit à travers ce qui se passe en Ukraine. La France n'a plus les armes, n'a pas les armes, elle ne peut pas, elle seule, financer et organiser, donner toutes les munitions qu'il faut, surtout que le Burkina et le Mali se sont positionnés. La Russie officielle, qui ne veut pas cette guerre-là, va pousser Wagner à aller sur le terrain au Niger. Du coup, la France se trouve piégée. Donc, la France pensait que les États-Unis allaient dans ce sens-là. Sauf que les États-Unis ont vite compris la situation et voyant le danger venir, parce que les États-Unis savaient très bien que en faisant cette guerre-là, à long terme, ou à moyen et long terme, peut-être qu'ils vont gagner cette guerre, bien sûr, en chassant peut-être les militaires du pouvoir, mais à moyen et long terme, leur base, leur présence militaire au Niger sera compromise, parce qu'aujourd'hui, les opinions africaines sont en train de s'exprimer massivement contre tout ça. Nous étions bien seuls à crier dans le désert durant 20 ans. Aujourd'hui, la jeunesse africaine se réveille doucement. Et donc, les États-Unis, constatant tout ça, se sont dit non, on ne va pas faire cette guerre-là. Donc, on va plutôt approcher les militaires et discuter. D'accord. D'abord, savoir si notre présence militaire en tant qu'États-Unis est menacée. Si ce n'est pas le cas, bon, donc on va adopter une autre attitude. Et voilà pourquoi Victoria Nuland, qui est la numéro 2 de la diplomatie américaine, a été envoyée là-bas pour rencontrer le général Barmou, qui est aujourd'hui le chef d'état-major de l'armée. Donc, à partir de ce moment-là, les États-Unis ont infléchi leur position et du coup, tout le plan guerrier est faussé. Donc, la France et ses choix ne peuvent plus rien faire. D'accord. Comme maintenant, devant cette situation, je ne vous coupe pas, vous allez continuer dans votre développement. Je voudrais tout simplement recadrer, mieux orienter le débat. Alors, devant cette situation où les États-Unis pensent plutôt à une diplomatie, à un règlement à l'amiable, ou bien avec une diplomatie, dialogue, alors, quelle attitude les militaires au pouvoir niamey peuvent-ils adopter pour favoriser la voie diplomatique dans le règlement de la crise née de leur prise au pouvoir par les armes? Il faut comprendre ce que les États-Unis sont en train de faire. Les États-Unis ne prennent pas cette position parce que les États-Unis ne sont plus un pays impérialiste, sont soucieux de la vie des Africains et autres. Non, ce que les États-Unis veulent, c'est plutôt utiliser d'autres moyens, des moyens plus doux, ne pas frustrer, ne pas engager une bataille là-bas, aujourd'hui, maintenant. Sauf que c'est la guerre continue avec d'autres moyens. Donc la diplomatie que les États-Unis sont en train de déployer et qui contamine un certain nombre d'institutions, notamment l'Union africaine, qui vient aussi de décider qu'il n'y aura pas d'intervention militaire au Niger, eh bien, c'est plutôt dans la logique de défendre les intérêts occidentaux, notamment américains, et continuer la présence occidentale dans ce pays. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc là-dessus, les militaires qui ont pris le pouvoir, moi, je n'ai pas de conseil à leur donner. Ils savent ce pourquoi ils ont fait ce coup d'État. Ils savent ce qu'ils défendent. Nous, au Mortra, nous n'avons jamais été pour les coups d'État et ce n'est pas aujourd'hui que je vais changer notre approche. Ce que nous disons, c'est que nous sommes des révolutionnaires
populaire. Nous disons au peuple nigérien, au peuple africain au Niger, de se lever pour casser tout ça, renvoyer l'ensemble du système, l'ensemble des présences militaires au Niger, remettre tout ça, mettre tout ça dehors, les Américains, les Français, les Belges, les Allemands, toute la présence militaire au Niger doit dégager pour que les Nigériens puissent s'asseoir entre eux, discuter des problèmes du pays, faire des assises nationales et écrire une constitution nouvelle, sortir du franc CFA, réformer l'ensemble du système éducatif, etc., etc., faire en tout cas, entamer la reconstruction de ce pays. Tant que les États-Unis et tous les autres seront là, rien n'avancera. Et nous disons que c'est pas par les coups d'État, ni par la forfaiture démocratique faite d'électoralisme forcené, truqué, que quelque chose changera en Afrique. Sinon, le Niger, qui avait déjà connu 6 coups d'État, avec des militaires qui avaient eu des discours extrêmement nationalistes, cela aurait déjà changé. Donc, pour nous n'avons rien à dire aux militaires, nous nous adressons plutôt à notre peuple au Niger pour qu'il prenne ses responsabilités. D'accord. En tout cas, je pense que les peuples africains comprennent mieux la situation. Maintenant, comme l'a dit notre invité depuis Cotonou au Bénin, Denis Sindete, vous avez suivi la lecture que fait Komla Pogli par rapport à cette option qu'a choisi maintenant, surtout les Américains. Dira-t-on que les Américains ont dribblé la France. Alors, quelle est votre lecture de la situation, puisque le ton change un peu, on ne parle plus d'intervention militaire comme il faut, Denis Sindete. Oui, mais le problème, c'est que les Français, comme toujours, sont d'une barbarie à nul autre pareil. Ce qui fait que dans leur mentalité, tout comme par le passé, ils ne connaissent que la violence pour résoudre les problèmes. Ils pensent que eux, ils peuvent toujours continuer dans ce sens-là, pourvu que leurs intérêts soient sauvegardés. Or, les Américains ont ce principe que si tu ne peux pas vaincre, il faut négocier. C'est leur sens pratique qu'ils mettent en œuvre là. Parce que la raison, c'est quoi? Ils ont une base à Niamey, ils ont une base à Agadez, ils ont une base centrale à Djibouti avec Africom. Et le tout, c'est pour préserver leur possibilité d'approvisionnement en pétrole et toutes les autres ressources. Parce que eux, ils gardent leurs réserves, ils viennent chercher ailleurs pour continuer de peser sur l'économie mondiale et demeurer la puissance économique numéro 1. Du coup, ils constatent que avec la position belliqueuse de la France, c'est que tout comme au Mali et au Burkina, s'ils sont chassés du Niger, ils iront où? Parce que les Américains ont au moins 1300 soldats au Niger. Or, quand on dit ces soldats-là, c'est des mercenaires. Qu'est-ce qu'ils vont en faire ailleurs? Ensuite, s'ils s'en vont, ils ont perdu les possibilités de s'approvisionner parce que ça fait depuis 2015 qu'ils se sont dit qu'il faut avoir la même mise sur le pétrole en Afrique. Or, ce pétrole-là, on le trouve au Congo, les 2 Congos, on le trouve en Angola, on le trouve au Niger, on le trouve dans tous les pays du Golfe de Guinée. Et du coup, eux autres, ça leur permet, cette présence-là, de garantir la possibilité de s'approvisionner en ces ressources. Donc, s'ils utilisent une attitude guerrière et que les Nigériens se fassent et les chassent, ils sont en train de perdre tout. Parce que s'ils sont chassés du Niger et que le peuple qui soutient les militaires en arrive à faire comme au Mali ou au Burkina Faso, ça veut dire que le mouvement patriotique humaniste panafricaniste qui est en cours gagne du terrain. Et du coup, les exigences populaires vont dans le sens que les ressources servent au peuple et soient transformées sur place pour que qui veut en avoir vienne discuter et l'acquérir au prix du marché et non au prix qu'ils imposent. Donc, les Américains comprennent très bien que le vent qui souffle veut le départ de toutes les forces étrangères. Donc, si c'est brusqué, ça leur pose des problèmes pour mettre leurs éléments en attendant.
Du coup, si on les chasse, ils auront perdu leur présence militaire, ils auront perdu leur possibilité de s'approvisionner dans les ressources là. Et du coup, ils ont deux fers au feu. Si les Français, eux, ils font les va-t-en-guerre, eux, ils négocient en douce pour continuer de rester. Parce que ils ont la possibilité de dire, bon, on va contribuer à chasser les djihadistes. Or, eux aussi sont là, avec leur logistique, leur service de renseignement, et pourtant, la lutte contre les djihadistes, les terroristes, ne progresse pas. Alors, Denis Sidete, que tu as fait concrètement les militaires qui ont pris le pouvoir maintenant au Niger? Donc, entre deux mâles, là, il faut choisir le moins de mal. C'est ça ou pas? Non, mais c'est difficile de rester à l'extérieur et de dire aux militaires ce qu'il faut faire. C'est au peuple nigérien de dire ce qui doit être. Or, ce que les gens regardent, tout comme ce que tout le monde regarde de l'extérieur, c'est ce qui se passe au Mali et au Niger. Nous avons toujours dit qu'il appartient au peuple de prendre le pouvoir et de se dire qu'est-ce qu'il doit faire. C'est d'ailleurs même après les années 75. Mais les militaires tiennent aussi le même discours. Ils ont fait cela pour la souveraineté du peuple nigérien. D'abord, le CNP, c'est... Non, attends, voilà. On est obligé. Pourquoi? Parce que de plus en plus, ce qui est en jeu, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est-à-dire se donner leur propre pouvoir, à utiliser leurs propres ressources. Du coup, les militaires qui viennent, ils font partie du peuple. C'est vrai que c'est des contradictions au sommet qui se résolvent. Mais eux aussi, ils vivent au sein du peuple. Ils entendent les souffrances du peuple, ils sont au front, on les tue. Et c'est les gens qui les font tuer, c'est eux qui viennent dicter la loi. D'accord. Ce qui fait qu'à un moment donné, eux-mêmes sont obligés de se... Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est difficile à nous de dire de l'extérieur. Mais si j'ai suivi l'ancien ministre nigérien de la justice, qui est du parti de Bazoum, c'est lui qui dit, mais il faut que les gens constatent que le coup d'État est consommé et qu'il s'agit d'aller à des assises. Or, s'il le dit, je crois qu'il s'inspire de l'exemple malien ou burkinabé. Mais le tout, ça revient au peuple du Niger de décider. Or, je ne connais pas les forces en présence là-bas. Je sais que le peuple a soutenu, j'ai entendu les jeunes dire qu'il faut laisser une chance aux militaires de démontrer tout cela. Justement, après toutes ces lectures de la situation, le peuple africain, notamment le peuple nigérien, qui a constitué déjà une veille patriotique, hein, toutes les nuits, hein, ils font toute une patrouille, hein, ils sont considérés comme des militaires aussi, civils, hein, dira-t-on. Donc on est bien informé, on nous envoie des informations tout le temps. Le peuple est bien informé, le peuple est debout au Niger, et les peuples africains suivent également. Mais sur le plan international, on pense que ces militaires, que ce soit au Mali, à Guinée-Conakry, au Burkina Faso, maintenant au Niger, tiennent des discours populistes. Disent que les militaires tiennent des discours populistes. Mais ils sont à l'extérieur. Ce qui se passe, c'est au Niger. C'est entre le peuple nigérien et ses soldats. Et parmi les soldats, il peut y avoir des patriotes qui finissent par comprendre que ça ne peut pas continuer comme ça et qu'il faut écouter quelque peu le peuple. Du coup, si c'est ça, ces militaires-là, qui tiennent, comme ils disent, les discours populistes, mais ça fait l'affaire du Niger et de ces militaires. Du coup, on n'a pas à aller les agresser. Il s'agit de laisser le peuple nigérien suivre sa voie pour donner les issues qui lui permettent de faire face à la situation. Je pense que Komala Kogli veut réagir par rapport à cette question également. Komala Kogli. Non, moi je voulais dire simplement qu'il faut partir de l'origine du coup d'État. Et c'est d'ailleurs le pourquoi les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Belgique et l'Italie qui sont présents dans ce pays n'ont pas vu venir ce coup d'État parce que c'était une révolution de palais qui s'est transformée en un coup d'État condamné violemment par la France, notamment la puissance coloniale tutrice du Niger. Et c'est ça qui a transformé ce coup d'État en une sorte de révolution qui a durci le ton aussi. Sinon, c'était pas une révolution, c'était pas des gens... Il faut aussi regarder
le profil de ceux qui ont fait ce coup d'État. Ces gens sont des apparatchiks, c'est eux qui ont accompagné le système jusqu'à présent. Donc, je pense qu'on ne peut pas dire que c'est des petits officiers qui viennent du peuple, qui sont de la trempe de Thomas Sankara qui ont fait ce coup d'État. Donc, en réalité, la position des militaires qui ont pris le pouvoir s'est durcie parce que la CEDEAO, montée par sa marraine, la France, avait un ton extrêmement agressif. Voilà pourquoi les militaires qui ont pris le pouvoir n'avaient pas d'autre choix que de jouer la carte du peuple, etc., pour avancer. Et ceci étant dit, je pense que si on fait un calcul, si on fait une analyse froide de la situation, les militaires, pour éviter une guerre, ils seront obligés de marcher sur le schéma américain. Voilà, c'est-à-dire qu'il va y avoir une négociation. Ils vont probablement relâcher Bazoum contre l'enlèvement d'une partie des sanctions. Donc, le Niger restera sanctionné de la CEDEAO, ce qu'il ne perd rien là-dedans, l'Union africaine aussi, mais la partie la plus dure des sanctions va être levée et puis les militaires vont devoir certainement libérer Bazoum qui probablement sera exilé quelque part et puis il y aura une transition comme sur le schéma malien ou burkinabé avec une durée relativement courte parce que les Américains aussi sont dans cette disposition d'esprit-là. Voilà pourquoi on va accorder, disons, ce délai-là aux militaires pour organiser soi-disant les élections et remettre le pouvoir à des soi-disant civils pour que le système continue. Et c'est là que nous disons que le peuple africain au Niger doit dépasser tout ça parce qu'aujourd'hui se joue, pour le moment, les militaires sont confrontés à leur survie. Soit ils fâchent les États-Unis d'Amérique et la guerre aura lieu et leur transition, peut-être qu'ils peuvent garder le pouvoir si la guerre a lieu, mais c'est pas garanti et puis le pays sera complètement laminé. Donc, les militaires, ils ont intérêt aujourd'hui à pacifier la situation eux aussi et ils vont discuter pour mener leur transition. Donc, c'est là que pour nous, cette transition-là, pour nous, ne sera pas dans l'intérêt du peuple parce que ça va être fait encore sous l'égide du grand frère américain. Est-ce que vous n'allez pas très vite en besogne? On ne sait pas, on voit la résistance africaine nigérienne quand même. Je fais une analyse prospectiviste. D'accord. Et je me dis que si les militaires veulent éviter la guerre, je ne vois pas comment ils vont refuser l'option des États-Unis d'Amérique qui ont court-circuité la France. Sinon, la guerre aura lieu. D'accord. Voilà. Alors, tout à l'heure, on a parlé de la France, on a parlé des Américains qui, selon des analyses, ont plutôt dribblé la France. On n'a pas encore parlé de la Russie. Alors, comme Marc Pogli, avant de relancer Denis Signeté depuis Cotonou au Bénin, alors, comme Marc Pogli, quelle sera l'attitude de la Russie face aux velléités de certains pays occidentaux de poursuivre le pillage des ressources du sol nigérien? Puisque là, dans les manifestations, que ce soit au Mali, au Burkina Faso, en Guinée-Conakry aussi au Niger, les populations brandissent le drapeau russe également. Non, ça c'est un problème parce que on se rappelle lorsque les Français sont venus soi-disant libérer le Mali du djihadisme en 2013, les Africains arboraient aussi les drapeaux français. Des gens ont écrit François Hollande le Sauveur sur leur ventre. Ils se sont badigeonnés des drapeaux des couleurs français sur leur corps, etc. Les gens disaient qu'ils veulent que la France s'installe définitivement au Mali, etc., etc. Écoutez, ça c'est, voilà, pour moi, je pense que les peuples africains, s'ils veulent se libérer effectivement, à un moment donné, nous devons prendre nos responsabilités, peu importe le prix, parce que c'est comme ça que tous les pays du monde, tous les peuples du monde se sont libérés. Maintenant, si nous pensons que la Russie est en Afrique pour les beaux yeux des Africains, nous nous trompons. Donc, la Russie, elle aussi, elle est là pour ses intérêts et c'est tout à fait normal. Personne ne peut condamner la Russie en tant que puissance mondiale de défendre ses intérêts sur le sol africain. Donc, ce n'est pas la Russie qui va sauvegarder les intérêts des Nigériens, c'est aux Nigériens, le peuple nigérien qui doit assumer ses responsabilités, peu importe le prix que cela va lui coûter.
parce que à force de rechercher des sauveurs à l'extérieur, le peuple africain se trompe régulièrement. La preuve, c'est qu'au Mali, comme je disais tout à l'heure, je me rappelle en 2011, 2012, 2013, lorsque nous on écrivait des articles pour dire que c'est la France qui montait ces soi-disant djihadistes depuis la destruction de la Libye pour contrôler la bande sahélo-saharienne qui est pleine de richesses. Les Maliens à l'époque nous insultaient que nous travaillions pour la propagation du djihadisme sur le continent africain. 10 ans après, les Maliens sont dans une position totalement différente. Donc, il faudra que les Africains lisent eux-mêmes la situation à l'aune de ce qu'ils ont vécu, de leur histoire, de leur réalité, et prennent leurs responsabilités. Donc, c'est aux Nigériens aujourd'hui de travailler à protéger ce qu'ils doivent protéger. Ce n'est pas à la Russie de le faire. La Russie peut le faire accessoirement parce qu'on lui aura donné quelque chose en échange. Mais c'est d'abord aux Africains de sortir du monde de l'enfance, qu'on doit toujours tenir par la main, mais d'aller à l'âge adulte pour assumer leurs responsabilités. En tout cas, tout est question de stratégie politique. Avant de conclure ce débat panafricain, j'aimerais entendre également Denis Sindiété sur cette politique, cette situation au Niger par rapport à la géopolitique. On a entendu la réaction de la France, de l'Amérique, des États-Unis qui plutôt pas de diplomatie. Donc, on vient de parler de la Russie. Vous avez entendu comment pourquoi là-dessus que c'est plutôt les peuples africains eux-mêmes qui doivent réorganiser cette résistance pour mieux sauvegarder la souveraineté de l'Afrique. Denis Sindiété, quelle est votre réaction là-dessus? Dans la situation où les militaires se trouvent, il s'agit de savoir quels moyens ils se donnent avec leur peuple pour résister. Parce que, comme l'un le dit, chacune des puissances vient défendre ses intérêts. Du coup, c'est aux Nigériens de savoir qu'est-ce qu'ils font pour se donner la force de résister d'abord aux velléités guerrières de la France et ensuite de se donner les moyens de lutter contre le djihadisme et après de se séparer de toutes les bases étrangères. Donc, dans ces conditions, c'est difficile de rester ici et de dire qu'est-ce qu'ils font. Parce que comme Komlan lui-même l'a dit, c'est des hauts gradés qui étaient au service de l'appareil. Si sous la pression populaire et avec le contexte, ils se rallient au peuple, il s'agit que les forces progressistes qui sont là regardent avec les militaires et le peuple qu'est-ce qu'ils font pour défendre la souveraineté de leur pays, arriver à se libérer et se donner les moyens de contrôler leurs ressources pour ne plus dépendre de qui que ce soit. Parce que, comme le dit, on ne doit pas se tromper. Toutes les puissances qui viennent, c'est d'abord pour rechercher les ressources. Et on a vu comment au Congo, que ce soit les Russes, les Chinois, les Américains et tout le reste, ils pillent le coltan, l'or, le cobalt, la bauxite, tout ça. Denis Sindiété, est-ce qu'on ne peut pas revoir le contrat pour arriver à un contrat gagnant-gagnant? Est-ce que ça ne peut pas se faire? Oui, le contrat, ça peut se faire, mais il faut d'abord stabiliser la situation. Parce que si tu n'as pas réussi à avoir le contrôle de ton pays, avec qui tu vas négocier? Parce que c'est les mêmes avec qui tu vas revoir les contrats, c'est les mêmes qui te font la guerre. C'est les mêmes qui ont les troupes militaires là, qui se regardent le pillage. Du coup, c'est difficile. Il faut savoir manœuvrer pour sortir de cette situation avant de revoir comment poser les problèmes pour avoir des contrats gagnant-gagnant. C'est là la complexité de la situation. Et du coup, s'il n'y a pas de force révolutionnaire progressiste qui mobilise le peuple pour en arriver à une stabilité où le pouvoir revient au peuple lui-même, c'est un peu difficile. C'est pourquoi j'ai dit que de l'extérieur, il est difficile de dire aux militaires qu'est-ce qu'ils doivent faire. D'accord. Je vous laisserai maintenant conclure ce débat panafricain. Sous le regard impuissant des chefs d'État africains, l'OTAN a détruit la Libye
et plonger le Sahel dans une insécurité totale. Que vous inspire la décision de la CEDEAO de mener une intervention militaire au Niger afin d'établir l'ordre constitutionnel? Vous pouvez conclure ce débat. On a aussi bien suivi la réaction de Komla qui parle de résistance africaine. Vous-même, vous avez aussi organisé, votre mouvement a organisé une grande manifestation en soutien au peuple nigérien. Que direz-vous pour conclure ce débat? Comment arriver à la CEDEAO des peuples? D'autant plus que des chefs d'État nous l'ont déjà prouvé qu'ils sont constitués comme syndicat des chefs d'État. C'est pas moi qui le dis, beaucoup d'Africains pensent comme ça. Alors, si les chefs d'État nous l'ont déjà prouvé plusieurs fois qu'ils sont dans un cercle de syndicats, alors comment arriver à une CEDEAO des peuples? Oui, arriver à une CEDEAO des peuples, c'est d'abord que, bon, comme tu le dis, en fait, c'est pas un regard impuissant des chefs d'État, c'est plutôt un regard complice. Parce que si eux, ils disent non et ils mobilisent leur peuple, ils devraient faire face. Mais c'est pas le cas, ils sont plutôt des agents complices. Donc, ce qu'il s'agit de faire, comme on peut le penser, c'est comme les peuples prennent conscience aujourd'hui de cette situation, c'est d'en arriver à ce que des forces progressistes ou révolutionnaires arrivent à mobiliser les peuples avec des programmes cohérents qui mettent en avant la souveraineté, l'indépendance du pays, la transformation des ressources au service du peuple, la mobilisation de toutes les forces. Parce que vous aurez vu, quand le putsch a eu lieu, pour faire de la provocation, on a envoyé un putschiste adoubé par la France pour de négocier avec les militaires. Quand ça n'a pas marché, c'est des sages du Nigeria qui ont été envoyés. Et c'est eux qui ont commencé à apporter une lueur d'issue. C'est pour ça que si dans nos pays, on ne regarde pas le processus constitutif de ce qui fait patrimoine national chez nous, ce que nous on appelle les intellectuels traditionnels, pour contribuer à asseoir un pouvoir où véritablement c'est le peuple dans cette différentes composantes qui est au pouvoir, on ne va pas s'en sortir. Parce que si vous avez des parlements où c'est des hommes riches ou bien des gens qu'on vend, qui vont là en laissant les couches profondes que sont les travailleurs, les jeunes, les femmes, les ouvriers, les artisans, vous n'avez pas d'issue. Du coup, la prise de conscience qui monte doit se lever à se donner les moyens d'un pouvoir véritablement patriotique qui pose les problèmes en termes d'indépendance économique, d'indépendance culturelle, d'indépendance industrielle, d'indépendance, en fait, dans tous les domaines pour que, comme on le dit, le pouvoir appartienne au peuple qui décide de comment il utilise ce pouvoir-là pour résoudre les problèmes et satisfaire ses besoins au service de ses fils pour être un pouvoir qui puisse compter et discuter d'égal à égal avec les autres. En fait, c'est le problème qui est posé et c'est le vent de la révolution patriotique humaniste en œuvre là qui, dans son aboutissement, amènera là, avec la prise de conscience qui grandit, où vous avez vu que de plus en plus, c'est les peuples qui montent au créneau pour décourager les chefs d'État vendus là d'aller en guerre. Le meeting que nous on a fait à Cotonou cet après-midi a vu une grande participation des jeunes et de nos frères du Niger qui ont compris que nous ne soutenons pas le président Talon qui ferme les frontières, en fait, qui fait souffrir le peuple nigérien qui lui-même est déjà en proie au terrorisme et à une situation dramatique là-bas. Ils ont compris qu'on doit se donner la main contre ces chefs d'État-là vendus qui, en fait, ne travaillent pas dans leur intérêt. En tout cas, merci beaucoup, Denis Sidité. Je rappelle que vous êtes président de l'association béninoise et d'amitié avec les peuples. Merci beaucoup pour cette résistance africaine à Cotonou au Bénin. On va conclure également cette émission avec Komla Pogli de Moltra. Vous avez suivi Denis Sidité. Comment arriver à une CEDEAO des peuples, ce ne sera que fait que par une conscience citoyenne, non, bien une conscience individuelle qui doit aboutir
nécessairement à une conscience collective. Hein. Donc, chacun doit prendre son destin en main, son courage à deux mains. Chacun doit travailler là-dessus. Et je pense que c'est ce que prône aussi Moltra. La résistance est déjà là par rapport à tout ce qui se passe au Mali, en Guinée-Conakry, au Burkina Faso et maintenant au Niger. Après ce coup d'État, oui, on ne parle plus en tant que tel d'intervention militaire. Hein. Les États-Unis parlent plutôt de diplomatie pour résoudre ce problème de coup d'État et parlent d'une courte transition également, vous l'avez évoqué. Mais finalement, que direz-vous pour conclure ce débat panafricain? On l'a bien dit, hein, sous le regard impuissant, Denis Ndété l'a dit plus tôt, sous le regard complice, dira-t-il, des chefs d'État africains, l'OTAN a détruit la Libye et plongé le Sahel dans une insécurité totale. Alors que vous inspire la décision de la CEDEAO à mener une intervention militaire au Niger? Que direz-vous pour conclure ce débat panafricain comme la Pogri? Premièrement, la CEDEAO ne peut pas être réformée. Je fais tout à l'heure l'historique de cette organisation. C'est une organisation qui a une filiation directe avec l'Afrique occidentale française, l'AOF. Et donc, cette organisation est par essence un instrument de la politique impérialiste et de domination sur le continent africain, notamment dans la région ouest africaine. Et toutes les pratiques de la CEDEAO démontrent clairement que cette organisation n'est pas pour les peuples, mais est en train de... D'ailleurs, les Africains ne se trompent pas quand ils appellent la CEDEAO un syndicat de chefs d'État. Et ça vient d'être confirmé. Donc, une organisation comme celle-là, on ne peut pas la réformer. Deuxième chose, une organisation comme la CEDEAO est contre le projet panafricaniste, c'est-à-dire des organisations, les ensembles qu'on appelle les ensembles sous-régionaux, qui sont montés sur les grands ensembles coloniaux, la CEMAC, qui est la fille de l'Afrique équatoriale française, la SADC et tout ça là, c'est des choses qui vont à l'encontre d'un État fédéral africain en réalité. Donc, plutôt que d'appeler à un CEDEAO des peuples, il faut plutôt appeler les peuples africains à démanteler ces institutions et orienter véritablement les soi-disant États africains libérés vers un État fédéral tout de suite. C'est ce que Nkrumah nous avait dit. Hein? Nkrumah nous avait averti que nous avons absolument besoin de construire l'État fédéral africain et pour y arriver, ces ensembles sous-régionaux doivent disparaître parce que ils sont dans un rôle de blocage de l'État fédéral africain lui-même. Et il en est de même pour l'Union africaine dans sa forme actuelle, qui est une trahison des idéaux panafricanistes véritablement conçus par les Nkrumah et autres. Donc, je veux dire que aujourd'hui, ce qui se passe au Niger, dans la sous-région et en Afrique d'une manière générale, nous devons continuer à amplifier tout ça. Nous devons continuer à encourager la jeunesse africaine, prendre conscience des enjeux du monde, prendre conscience que notre continent n'a jamais été libéré et que les fausses démocraties dans lesquelles on nous a enfermés jusqu'à présent ne vont jamais nous conduire à quoi que ce soit. L'Afrique ne va pas progresser. Et encore une fois, les coups d'État, pour en tout cas le Moltra, nous disons que les coups d'État ne sont pas non plus la solution. Et donc nous sommes quelque part coincés entre la fausse démocratie, sanctionnée par un faux processus électoral et des coups d'État. Et notre peuple risque d'osciller entre les deux jusqu'à l'infini. Donc, coup d'État. Si le coup d'État ne marche pas, on fait les élections, les coups d'État vont conduire une transition qui va déboucher sur des élections. Après, on revient, bon, ça ne marche pas, on fait encore un coup d'État, on fait les élections, coup d'État, élection, coup d'État, élection. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. L'exemple chinois est ce qui est requis pour le continent africain. La jeunesse africaine doit travailler sur son organisation, travailler durement pour réaliser la révolution populaire que le Moltra qualifie de tsunami populaire, c'est-à-dire une force suffisamment puissante pour détruire l'ensemble des institutions coloniales qui embrigadent l'Afrique et qui détruisent l'énergie africaine en lui volant toutes ses richesses. C'est ça qu'il faut faire. Si nous ne faisons pas ça, nous allons continuer à osciller entre les coups d'État et les faux processus électoraux
qui font venir au pouvoir des gens comme Bazoum, Talon, Macky Sall et qui confirment les putschistes comme Ouattara et les criminels comme Faure Gnassingbé au pouvoir. Et comme ça, on ne va nulle part. Donc la jeunesse africaine doit véritablement travailler sur l'organisation révolutionnaire. C'est tout ce que je peux dire. Travailler sur l'organisation révolutionnaire. En tout cas, on est en train, ça se voit déjà que les peuples africains comprennent mieux la situation. Il nous suffit seulement de mieux nous organiser. Ainsi prend fin cette émission, ce débat panafricain sur Radio Canal K et sur Radio à Volonté, ici même en Suisse. Comme Plouvry, merci beaucoup. Vous êtes secrétaire général de Moltra, Mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique. Et nous rappelons encore cette citation de l'historien burkinabé qui nous disait « Nan Lara, en Sahara. Si nous nous couchons, nous sommes morts. Il est temps que nous nous réveillons. » Africains de la diaspora, Africains de l'Afrique. Merci de votre fidélité, de votre résistance sur Radio Canal K et sur Radio à Volonté. Bonsoir. Radio à Volonté. La voix de la résistance africaine.